Vous le savez sans doute, Paris accueillera début décembre la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21. Difficile pour autant de se sentir impliqué dans des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ils sont lointains, 2050, et surtout, ils impliquent un changement de nos modes de vie. Alors faudra-t-il sacrifier notre confort pour sauver la planète, s'habituer à des hivers grelottants, à des étés sans clim, ou à ne plus manger que des topinambours? Pas forcément. Nous avons trouvé des initiatives qui limitent l'impact de notre vie quotidienne sur l'environnement, sans pour autant nous renvoyer à l'âge de pierre. Sur les 41 millions de trajets quotidiens en Île-de-France, 15 millions s'effectuent à pied et 15 millions en voiture. Alors s'il est compliqué pour un marcheur d'imaginer porter quelqu'un sur son dos pour réduire ses rejets de CO2, il est en revanche plus simple de partager son véhicule pour faire un bout de chemin. C'est le pari fait par Charrette, la première appli mobile grand public de covoiturage de proximité. Allons les rencontrer. Alors qu'est-ce qu'on fait ici dans le camp de base de Charrette? Voilà, donc là c'est notre QG, comme tu dis, notre camp de base. Là tu as toute la partie technique et là il y a plutôt la partie SAV qui s'occupe du bien-être des utilisateurs, de voir que tout se passe bien dans les covoiturages. Je peux te faire une petite démonstration si tu veux. Alors, tu télécharges l'application, iOS ou Android. Par exemple, tu n'as pas de voiture, tu souhaites aller de Porte de Clignancourt à Créteil-Préfecture en sortant de Paris. Et là, il y en a une par exemple, donc qui part à 10h58 tout à l'heure. Donc là, je vois le trajet de la voiture sur la carte. C'est un trajet théorique. Et là, je vois les détails du trajet. Donc je vois qu'il y a 3 places disponibles et je peux prendre la première place. Si par exemple la voiture n'allait pas exactement à ma destination, on est capable de détecter toutes les voitures qui me rapprochent de Créteil-Préfecture et de compléter avec les transports en commun. Dès que tu sors du périphérique et que tu vas aller d'une banlieue à une autre, donc faire du circulaire autour de Paris, là ça devient tout de suite compliqué. Et c'est là où nous, on adresse un marché. C'est le parc de 5 millions de voitures qui se déplacent en région Île-de-France, qui est sous-utilisé puisqu'une seule personne dans chaque voiture, qui est surpolluant puisque justement tout le monde utilise pour lui seul cette voiture. Donc le conducteur, ça lui permet de réduire l'impact carbone qu'il a avec sa voiture. Et au final, puisqu'il est quand même rémunéré par le passager pour chaque trajet directement dans l'application, de réduire ses frais d'essence. L'enjeu, c'est de faire croître la communauté pour que quand je rentre un itinéraire, je sois quasi sûr de trouver quelqu'un. Exactement, en fait, plus il y a de personnes, plus le jour où je suis en galère en banlieue par exemple, où j'ai besoin d'un trajet de covoiturage, plus j'aurai de chance finalement d'avoir une voiture. On a envie d'avoir un impact pour permettre aux personnes d'avoir un air meilleur, puisque mettre plusieurs personnes dans une seule voiture, mécaniquement, permettra de réduire le nombre de voitures qui rouleront à un instant T. On a pu bénéficier d'une forte visibilité par le groupe RATP, puisque dans le cadre de l'arrêt du RER A, la RATP a cherché une solution alternative à proposer à ses usagers. Pour la RATP, c'est un plan qui est beaucoup plus large, qui est un plan en fait de développement d'un service porte-à-porte. Il est clair que Charrette n'a pas été envisagé comme une solution à la problématique des travaux du RER, puisqu'on avait des volumétries qui étaient bien différentes de ce qu'on pouvait réaliser dans un partenariat avec une start-up. Néanmoins, on a considéré que c'était une occasion véritablement de se donner un maximum de chances d'être compris, écouté et éventuellement testé. On est bien conscient que les transports publics, les transports en commun, ne peuvent pas irriguer toute l'Île-de-France. Et donc, il est particulièrement important pour nous de trouver des solutions complémentaires pour mettre en avant un service complet. On ne fait pas ça uniquement pour l'image. On fait ça parce que le fait d'offrir une solution de porte-à-porte va permettre à nos voyageurs d'abandonner leur voiture. On dit que la nature est bien faite, mais la ville ne manque-t-elle pas de nature? La question mérite d'être posée quand on sait qu'en Île-de-France, à l'horizon 2100, on pourrait connaître en moyenne 11 jours de canicule par an. Pour s'éviter les îlots de chaleur, agréables l'été sur la plage, mais beaucoup moins en ville, on imagine de nouveaux quartiers, comme ici, à Saint-Ouen. Alors nous sommes dans l'écoquartier des Docks de Saint-Ouen, qui est un quartier qui représente un quart du territoire et qui, encore 10 ans, était une zone industrielle.
Un écoquartier, par exemple, c'est gérer toutes les eaux pluviales, le rejet dans des noues que vous voyez ici, qui sont encore en construction, mais qui sont en fait des fossés à ciel ouvert et qui recueillent les eaux pluviales de la parcelle, les emmènent jusque dans le parc et ces bassins filtrants pour en faire, on va dire, des eaux avec une qualité de baignade et qui ensuite les rejettent en Seine. Comment est-ce qu'on se déplace dans un écoquartier? Alors on se déplace le moins possible en voiture. On cantonne la voiture sur 2 ou 3 grands axes. Le reste des voies sont des voies de desserte réservées aux piétons, exceptionnellement aux camions de livraison ou de déménagement. Le reste du temps, on gare la voiture dans les parkings publics mutualisés avec les bureaux, qui sert aussi de lieu d'accueil, de centrale de mobilité où on trouve toutes les informations relatives au transport, Autolib, Vélib, bus, métro, et puis d'autres services. Et alors d'un point de vue énergie, comment ça se passe? Alors d'un point de vue énergétique, par exemple, vous avez ici l'école PEF, qui est un groupe scolaire énergie zéro, c'est-à-dire un groupe scolaire qui consomme autant d'énergie qu'il en produit grâce à ses panneaux photovoltaïques et à sa consommation d'énergie réduite. Donc il faut du soleil pour faire vivre un Pas forcément, même par temps nuageux, on arrive à produire de l'énergie. Ah d'accord. Oui. Les rayons du soleil traversent. Exactement. Il y a de la luminosité et de l'énergie même quand on a des nuages. Le quartier produit sa propre énergie et une énergie renouvelable. Donc on a mis en place une délégation de service public pour distribuer la chaleur dans ce quartier et qui fonctionne avec 75% d'énergie renouvelable. Donc qui utilise ce qu'on voit à la cheminée qui est derrière, à savoir les chaleurs produites par l'incinérateur à déchets qui est aussi dans le quartier. On récupère une partie de la chaleur de la Seine, pompage de calories en Seine, et on a fait évoluer le mix énergétique de la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain, pour qu'elle remplace son charbon par de la biomasse. Et des jardins. Et des jardins, 12 hectares de parc, qui est le premier équipement que nous avons livré dans ce quartier. C'est une manière de s'adapter au changement climatique, surtout en période estivale, de forte chaleur. De proposer des usages qui permettent, quand le soir il fait chaud, on l'a vu cet été avec l'ouverture des parcs parisiens, de pouvoir venir dans le grand parc de la ville se rafraîchir. C'est une réalité souvent ignorée, près de la moitié de l'Île-de-France est dédiée à l'agriculture. Pourtant, cela ne se vérifie guère dans nos assiettes. En effet, l'agriculture francilienne s'est spécialisée dans les céréales, ne laissant que 9000 hectares aux légumes sur les 569 000 hectares de terres cultivées. Ceci nous rend très dépendants des importations. Mais bonne nouvelle, le maraîchage tente de faire son trou, comme ici au Mureau, où l'on cultive des carottes bio en plein champ pour les vendre en local. Nous travaillons donc les carottes pour le marché de la restauration collective, donc des cantines scolaires, et puis également pour les chaînes de magasins spécialisées en bio de région parisienne. Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de la région parisienne pour un agriculteur? On est sur une empreinte carbone faible, du fait que ce soit produit localement. On n'a pas de frais de transport importants, le légume n'a pas fait plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, donc ça c'est un avantage indéniable. Et gustativement, cela peut aussi avoir un impact. On a l'avantage ici de travailler, on récolte au fur et à mesure des commandes, donc on a des produits qui sont arrachés aujourd'hui pour être expédiés demain. Et donc, notamment sur la carotte, ça permet d'avoir des produits extrêmement frais. Avec une pression quand même sur le prix de la terre. C'est quelque chose qui évidemment rentre dans le coût de production. Oui, parce qu'il y a une pression urbaine quand même conséquente sur les terres agricoles et donc il y a une surenchère du prix des terres. L'installation en agriculture aujourd'hui reste délicate pour des jeunes notamment parce que le coût de la terre est élevé. Cultiver bio, ça implique quoi? D'un point de vue technique, ça veut dire que c'est une agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Ça oblige à beaucoup de désherbage mécanique et également beaucoup de désherbage manuel. Alors, on essaye effectivement de faire du volume pour rationaliser donc, les coûts de production mais également les coûts de transformation puisqu'on va jusqu'à éplucher les légumes ici sur le site pour faire des carottes rondelles ou des légumes prêts à l'emploi. C'est
sûr que les coûts de production en agriculture biologique, ça implique des produits qui sont vendus plus cher que les produits conventionnels. C'est effectivement un frein qui est non négligeable par rapport notamment aux cantines scolaires. Est-ce que l'Île-de-France peut être autosuffisante un jour? Alors, ce serait bien. Simplement, on a les aléas climatiques qui font qu'aujourd'hui, il reste difficile d'alimenter uniquement l'Île-de-France avec des produits franciliens. Cette année, on a une sécheresse importante. Voilà, on a quasiment la moitié des volumes de production de carottes bio qui n'ont pas vu le jour cette année. En production locale, on a des agriculteurs qui s'intéressent aux légumes de plein champ, faire de la carotte, de la pomme de terre. Donc c'est en train de se développer, mais bon, il y a encore pas mal d'étapes à franchir. Le consommateur, forcément, a un poids particulier. Je dirais même qu'aujourd'hui, il a l'initiative. Il a l'initiative par rapport aux politiques, aux élus. Il a l'initiative par rapport aux institutions. Il a l'initiative par rapport aux entreprises, aux exploitants agricoles, aux agriculteurs. Parce que, quelque part, c'est lui qui va décider de, effectivement, ce qu'il va manger, de ce qu'il va manger local. Manger local, ça reste cher parce que vous n'avez pas encore de filière clairement constituée. C'est en multipliant ce genre d'initiatives qu'on arrivera à faire en sorte que ce manger local prenne beaucoup plus d'ampleur et pollinise toutes les couches de la population. Et si plutôt que d'aller chez Ikea, vous conceviez vos meubles près de chez vous dans un Fab Lab? Ces ateliers de fabrication collaboratifs sont en train de faire leur apparition dans les villes. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, partons visiter l'un d'entre eux à Montreuil. Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication qui permet de faire des prototypes. Donc c'est pas une unité de production, c'est vraiment un espace de créativité où nos adhérents peuvent venir travailler ensemble avec pas mal d'idées évidemment liées à l'éco-conception, à l'éco-design pour lutter contre le changement climatique. Alors on est en plein atelier upcycling avec des matériaux récupérés et également un créateur designer qui est menuisier qui nous a proposé de faire un mobilier en open source réalisé par nos adhérents et nos visiteurs. Alors open source? Sans brevet, pour que tout le monde puisse refaire ce tabouret dans un atelier. Alors ça, c'est sorti de votre tête. Oui, voilà. C'est très simple, c'est un tabouret qui est composé de 28 pièces identiques, telles que celle-ci, qu'on peut fabriquer soit à partir de palettes ou à partir de bois qu'on achète dans la grande distribution. Les plans sont disponibles gratuitement sur Internet. On duplique ce morceau-là 28 fois et on a notre tabouret. Alors, il y aurait en plus un autre avantage à concevoir ces meubles, soi-disant. Oui, c'est un avantage écologique puisque quand on conçoit soi-même son mobilier, on y est plus attaché et on le conserve plus longtemps. Donc en durée de vie, on a des mobiliers ou des objets plus durables. Alors on est sur le toit d'une zone industrielle verticale qui s'appelle Mosinor pour Montreuil Zone Industrielle Nord et qui est un bâtiment unique au monde puisqu'on peut monter en camion les 4 étages. On a choisi de s'installer ici parce qu'en fait on avait un écosystème assez intéressant de PME qui sont présentes, plus de 50 PME, 500 salariés et surtout 3000 tonnes de déchets, 3000 tonnes de matériaux qu'on peut effectivement upcycler dans notre Fab Lab. Ici on traite le bois, est-ce qu'on peut traiter d'autres choses dans les Fab Labs? Oui, bien sûr. On a aussi les imprimantes 3D où on peut utiliser la matière plastique pour faire des petits objets pour l'instant, mais pourquoi pas demain l'acier, l'alu également avec d'autres machines. C'est une autre manière de concevoir l'industrie et la production en la relocalisant. On reprend des délaissés de production, donc il y a du zéro déchet, du 0 km qui est fait ici. Après, évidemment, il y a aussi le côté social qui est intéressant, puisque c'est des gens qui vont commencer à avoir des savoir-faire, des pratiques qui vont monter en compétences. Et derrière, on a l'idée de créer des filières économiques. On peut imaginer avoir des Fab Labs dans tous les quartiers. C'est le démarrage, c'est le début, on est au début d'une nouvelle ère. Et un peu à l'image de Mosinor qui est construit sur une double révolution routière, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une double révolution des consciences. On ne sait pas vous, mais nous, on avait en tête qu'on allait vivre moins bien en essayant de s'adapter au changement climatique. Finalement, que ce soit pour se déplacer, se loger ou consommer, on a découvert des solutions
qui ne rendait pas notre quotidien plus contraignant. Alors de là à dire que le changement climatique dépend de notre changement d'état d'esprit, il n'y a qu'un pas qu'on vous laisse maintenant franchir.